Ok, je pense qu'on peut démarrer maintenant. Allez, bonjour à tous. Avant de démarrer la première keynote, je voulais juste remercier aussi Marc Schonauer qui est dans la salle, parce que c'était quand même lui qui a fait beaucoup de travail pour la partie INRIA de ce PEPR, et c'est moi qui hérite un petit peu son bébé, donc Marc qui est parmi nous dans la salle. Donc merci Marc. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la première keynote. Donc j'ai le plaisir de gérer ce keynote qui va être donné par Thomas Cotinet, qui est directeur de l'Ecolab au sein du ministère de l'écologie, et aussi Denis Tristram, qui est professeur à Grenoble INP UGA dans une équipe INRIA également. Donc à vous. Bonjour à tous, je vérifie que ça marche bien. Alors merci pour cette invitation, qui est un exercice pas facile, parce qu'on va essayer de mêler à la fois des aspects de recherche et des aspects plus institutionnels, pour savoir peut-être comment cette recherche peut être mise en contexte et utile, on va dire, directement. Donc c'est un concert à deux voix. Alors on parle là, comme vous voyez bien en français, les slides, au moins sur ma partie, sont en anglais pour les gens qui sont anglophones. Alors la première partie, ça va aller assez vite en fait. C'est le constat en fait qui est un constat, on va dire, sur l'écologie, sur la crise environnementale et le rôle que l'intelligence artificielle joue dans cette crise. J'ai appelé ça quelques nouvelles du monde. En fait, je ne vais pas les énumérer. Vous savez tous que la crise, on vit une crise qui est majeure à l'heure actuelle d'un point de vue de l'environnement. Et on en voit beaucoup d'issues avec le réchauffement, mais il n'y a pas que le réchauffement, il y a beaucoup d'autres indicateurs aussi. Ce qu'il faut mentionner avec cette crise, c'est que c'est un thème donc, qui est de plus en plus souvent évoqué, et les gens sont, on va dire, au courant globalement, en particulier à cause ou grâce au rapport du GIEC. Peut-être pour bien comprendre la crise et la dynamique de la crise, je commencerai par la représentation classique de ce qu'on appelle le donut. Alors le donut, c'est quoi? C'est en fait l'espace secure, safe et juste où l'humanité peut vivre dans des bonnes conditions. Et en fait, elle est matérialisée par deux limites, qui sont un plafond environnemental. Donc il y a les 9 limites planétaires, j'imagine que vous êtes au courant de ces limites. Elles sont rappelées à l'extérieur ici du cercle. Vous voyez la zone safe du donut au milieu. Et vous avez en particulier le changement climatique tout en haut. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire facilement. Et puis vous avez à l'intérieur du donut aussi un plancher social qui est ce que l'on pourrait espérer en fait pour vivre dans de bonnes conditions. Et ces planchers sociaux sont la justice sociale, l'accès à un logement, l'accès aux soins, etc. Il y a 11, c'est une grille de lecture comme une autre, il y a des variations autour de ça, mais l'idée, elle est qu'on vit entre un espace, donc il y a des ressources qui sont limitées, qui sont potentiellement en danger, et puis des limites qu'on aimerait bien aussi atteindre d'un point de vue social. Donc les limites planétaires, donc ça c'est le plafond, les 9 limites planétaires. Vous voyez là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en gros, on a représenté donc l'espace. Là, vous avez une sphère au milieu, et c'est l'espace dans lequel les ressources de la planète permettent de vivre. Et vous voyez qu'elles sont dépassées. Plus on s'éloigne du centre de la Terre, et plus les limites sont dépassées, et en particulier sont en dehors du périmètre du cercle qui représente la planète. Donc vous avez là, en 2023, beaucoup de limites qui sont dépassées, et les autres, vous voyez, elles ne sont pas loin d'être dépassées. Rien que l'inertie, d'ailleurs, fait qu'elles vont être dépassées de toute façon, mais vous voyez qu'il y en a qui sont dépassées beaucoup. Donc ça donne un peu une idée. Donc plus précisément, alors je vous ai donné les liens, vous pourrez regarder sur les slides, je donne les sources, comme ça vous pourrez aller vérifier un peu tout ça et approfondir. Et ça, c'est l'image sur les limites planétaires en 2023. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en regard maintenant, avec la vision du donut, ces limites planétaires au regard du plancher social. Donc là, je vous ai donné, je n'ai pas pris les 11,
Alors en fait, j'ai piqué ça dans quelque part, mais vous avez le lien internet si vous voulez aller jouer avec. C'est une petite app. Vous avez en particulier les émissions de CO2, etc. Donc ça, c'est les limites, les indicateurs biophysiques, les limites planétaires. Donc elle est limitée à 2 degrés de réchauffement, par exemple, pour la première limite planétaire. Et là, je les mets en regard l'une de l'autre. Alors ça vous donne quoi? Bon, les couleurs, il n'y a pas beaucoup d'indications. Ça indique simplement comment, en 1995, dans quel quadrant les pays étaient logés. Donc vous avez en particulier donc, en abscisse le nombre de limites planétaires qui sont transgressées parmi celles que je vous ai données. Et en ordonnée, vous avez le niveau social qui est atteint. Plus c'est haut, plus les civilisations sont à haut niveau social. Et alors là, je ne distingue pas les limites planétaires les unes des autres, peu importe. Mais vous voyez que là, il y a donc quelque chose qui est une tendance, il y a des pays qui ont peu de limites planétaires qui sont transgressées, avec un niveau social faible, ce qui est normal, mais vous voyez qu'il y a aussi des autres qui ont un grand niveau de vie, pour faire vite, avec beaucoup du coup de limites planétaires qui sont transgressées. Alors si vous avez une évolution 15 ans après, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui renforcent leur plancher social, mais c'est au prix de limites supplémentaires transgressées. Donc ça nous donne la dynamique, en fait, que l'IA et que le numérique va permettre d'avoir un meilleur niveau de vie, mais vous voyez, c'est au prix coûteux. C'est ça que le message de ces quelques slides. Donc maintenant, je viens très rapidement au rôle de l'IA là-dedans. Bon, l'IA, en fait, on parle beaucoup d'IA, Green AI, ou de AI for Green, je reviendrai dans la deuxième partie. Et on a aussi quelque chose qui est assez facile, alors on appelle ça Red AI ou parfois Dark AI aussi. Ça, c'est l'IA qui ne sert à rien et qui met à genoux les limites planétaires. Et puis, il y a toute une zone au milieu, et ça, c'est la zone qui me paraît la plus intéressante ici, peut-être pour discuter avec vous, savoir dans quelle mesure nos recherches peuvent justement éclairer un peu cette zone grise. Et puis, cette zone grise, le Green AI peut devenir Grey très facilement. C'est un peu le message que je vais essayer de développer. Donc, rapidement, le numérique, pour moi, n'est pas la vision classique de l'informaticien de base. J'imagine que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, informaticiens, informaticiennes. C'est-à-dire, c'est pas les 3 tiers classiques avec les data centers, les serveurs, les utilisateurs et les réseaux pour relier les uns aux autres. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le numérique en tant que digitalisation, un process, un écosystème qui permet de gérer l'ensemble des choses. Donc, je pars d'une vision un peu précise du domaine à quelque chose de beaucoup plus vague et beaucoup plus large. Et c'est le numérique qui est le plus dur à capturer. Et l'IA tombe dans ce numérique-là. C'est-à-dire qu'elle est un peu partout et difficile donc à caractériser. Donc ça, c'est très rapidement. Ce slide-là montre seulement, avec des chiffres consolidés, que le numérique augmente beaucoup, tout le monde le sait. C'est actuellement en France 4,5% en termes d'émissions de CO2. Et vous voyez que ça représente 11% de l'électricité consommée. C'est donc beaucoup. Ça, c'est le numérique global. Et là-dedans, si on essayait de regarder ce que l'IA a comme poids dans ce numérique, c'est très très compliqué à faire. Et il y a quelques personnes qui ont essayé de proposer des modèles. J'y reviendrai aussi un petit peu après. Mais comment on peut essayer de cerner ce modèle? C'est par exemple l'utilisation des calculateurs qui permettent de faire de l'IA. Et en particulier, c'est une étude très récente de l'an dernier qui vient des États-Unis, qui montre que, vous voyez, les data centers, c'est quand même aux États-Unis, c'est 4,4% de l'électricité totale consommée dans le pays, mais ça augmente beaucoup aussi. Et c'est bien le problème de cette zone qui augmente, qui nous pose souci. Même si l'IA est faite pour, quelque part, le bien commun et la réduction de la crise environnementale, enfin l'atténuation de la crise. Donc ça, c'est une autre étude de l'Agence internationale de l'énergie qui dit un peu la même chose.
Pour l'instant, la plupart des modèles sont entraînés soit dans les centres de calcul un peu universitaires, soit privés, dans les boîtes, donc on n'a aucune vision là-dessus, mais dans les data centers généralistes, vous avez vu qu'on commence à voir l'IA apparaître avec une grosse partie. Un autre élément qui montre que c'est cette dynamique, c'est toutes les machines qui sont installées à l'heure actuelle, en particulier Alice Recoq, la prochaine machine exascale française, là, il y a 90% d'accélérateurs dans cette machine. Donc les accélérateurs, c'est surtout pour faire de l'IA, bien sûr. Alors, la question avant de passer la parole à Thomas, qui va nous intéresser, c'est dans quelle mesure, en fait, l'IA pourrait aider à mitiger la crise, enfin à la réduire un peu. Potentiellement, il y a beaucoup de choses qui seraient envisageables, mais on va voir que c'est pas jamais si facile d'atteindre ces buts-là. Et en contrepartie aussi, elle peut vraisemblablement donc aider une partie pour la crise, mais elle a aussi d'autres effets négatifs qui augmentent la crise, enfin qui augmentent les indicateurs comme les émissions de CO2 ou l'eau ou les métaux pour construire les nouveaux processeurs. Donc là, c'est mon dernier slide. Ça vous montre l'évolution, mais peut-être vous connaissez ça. Jusqu'en 2014, donc avènement des GPU et qui a permis en fait au deep learning de naître. Là, vous avez vu que maintenant on a une croissance exponentielle et entraîner les modèles, c'est 10 puissance 26 opérations par flottante pour les plus gros modèles. Et c'est beaucoup plus que les exascales qui sont les plus grosses machines disponibles dans le monde. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire plusieurs mois d'entraînement, vous connaissez tous ça. Et il y a aussi, je vais finir là-dessus, que si on cible la réduction des émissions carbone par exemple, ça veut dire qu'on va peut-être être amené à changer de matériel. Changer de matériel, ça veut dire augmenter la pression en eau qu'il a fallu pour construire les circuits intégrés, mais également les métaux, etc. Donc les indicateurs sont parfois contradictoires. Ça, c'était simplement un slide pour vous dire en un mot que même tous les GAFAM, toutes les high-tech américaines qui a imaginé de la neutralité carbone en 2028-2030 ne tiennent pas leurs objectifs, de loin. Et ça, c'est d'autres signes qui montrent que l'IA est plutôt en augmentation. Donc là, ça me permet du coup de passer la parole à Thomas, qui va nous parler plus d'un point de vue institutionnel de toutes ces choses. Merci Denis et bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très heureux d'être ici parmi vous. Donc tout d'abord, je vais vous dire 2 mots sur ce qu'est Ecolab, cette structure que j'ai eu la chance de mettre en place et de diriger au ministère, au pôle ministériel. Donc ce sont un ensemble de ministères, transition écologique et territoire. Ça comprend aussi le transport, le logement, l'énergie. On a 2 missions principales. La première, qui est la plus importante, on est chargé de la donnée et de l'intelligence artificielle pour l'ensemble de ce pôle ministériel. Et la deuxième mission, qui a aussi son intérêt pour l'intelligence artificielle, c'est une mission qu'on a également pour le compte de Bercy, du ministère de l'Agriculture. On est chargé de repérer les entreprises innovantes dont on pense qu'elles ont réellement un impact écologique. Donc il y a 3000 entreprises qui sont suivies, des startups, il y en a 300 qu'on labellise, et à l'intérieur, pas mal d'entreprises, de startups qui sont des pure players au pas de l'IA, mais de l'IA qui adresse la transition écologique. Donc on a cette particularité de proposer des politiques publiques en étant au contact étroit, pas uniquement de la recherche, mais également des startups. Nous sommes logés au sein du commissariat général au développement durable et au sein du service recherche-innovation. On est une des 3 parties du service recherche-innovation, donc le même service qui a pour mission, par exemple, de suivre les PEPR. Une autre particularité qui est française, nous sommes le ministère depuis une vingtaine d'années qui est responsable pour l'ensemble du gouvernement, mais également pour les entreprises et les collectivités, de la donnée géolocalisée. Donc tous les standards, toutes les normes sont suivis par une autre partie des équipes d'Ecolab, et c'est nous qui représentons la France à Bruxelles dans les instances où il faut prendre des décisions sur les standards de toutes ces données.
Et donc l'intelligence artificielle dans tout ça a pris une place extrêmement importante, mais on travaille également sur les prérequis que sont la donnée. Déjà, si vous voulez retrouver tout ça, le site internet c'est greentechinnovation.fr, greentechinnovation.fr. Et dès 2021, on a eu la chance d'être une création récente, donc on est parti un peu sur une base zéro. Donc très rapidement, on a proposé d'avoir une ambition très forte en matière d'intelligence artificielle. Donc on a été le premier ministère à nous doter d'une feuille de route de l'intelligence artificielle pour la transition écologique. Il y a 3 angles d'action. Le premier, comment mobiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la transition écologique, donc pour que nos politiques publiques aient plus d'impact, soient plus efficaces, qu'on puisse décider en temps réel. Deuxième aspect, comment est-ce qu'on fait pour moderniser les administrations qui portent ces politiques publiques. Et troisième aspect, comment est-ce qu'on fait pour que tout cela, ça soit fait de la façon la plus frugale possible, mais également quand l'IA est utilisée par des entreprises ou des acteurs de la recherche. Donc voilà pour notre stratégie. Et assez rapidement, donc pour comprendre en fait, d'où vient ce qui s'est passé sur l'IA frugale, donc on est allé pour élaborer cette feuille de route, cette feuille de route de la transition écologique en matière d'IA. On est allé discuter avec beaucoup d'organismes de recherche, beaucoup d'industriels, de filières, etc. Donc ça, c'était en gros en 2021. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse frustration, il y avait une forme d'IA washing, pour reprendre une expression que j'entendais beaucoup à l'époque, des déceptions de voir beaucoup de preuves de concept avoir été initiées, mais sans vraiment de résultats. Des collectivités territoriales, des grands acteurs de la transition écologique qui nous disaient qu'ils avaient du mal à enclencher de véritables investissements, même dans des expérimentations, et puis des offreurs de solutions qui aussi se plaignaient de ne pas assez avoir de débouchés. Donc on a eu l'idée d'initier un appel à projet qu'on a logé dans France 2030 et qui a joué un rôle déterminant dans tout ce qui s'est passé après derrière. Donc on a appelé démonstrateur territorial d'intelligence artificielle frugale, dont je vous parlerai plus en détail dans ma deuxième intervention. En gros, l'idée, c'est puisqu'il manque de vrais investissements en matière d'IA pour la transition écologique. Alors quand je dis transition écologique, ça comprend bâtiments, eau, assainissement, éclairage, transport, etc. On va mettre de l'argent pour susciter cela. Ça a plutôt pas mal marché. Donc on a créé une communauté, il y a 940 membres maintenant. Et quand on a écrit ce cahier des charges, alors qu'à l'époque on ne savait pas définir l'intelligence artificielle frugale, on a quand même décidé que ça serait un critère. Donc on a raisonné à l'envers. On s'est dit, on va faire émerger un écosystème d'acteurs, publics, privés, recherche, collectivités, industrie. On fixe comme critère l'IA frugale et on va apprendre en marchant. Voilà, donc il y avait des critères au départ qui étaient très, très basiques. Localisation des serveurs, d'autres un peu exploratoires qui ont pris de l'importance depuis l'utilisation de Green Algorithm. Tout ça a plutôt pas mal fonctionné. Et on est arrivé à... Donc il y a tout un écosystème qui a émergé, des premiers dossiers qui ont été présentés, plutôt intéressants. En parallèle, on continuait d'identifier les startups. Et donc, fin 2023, on a décidé de donner rendez-vous à cet écosystème. On leur a dit, présentez-vous le 15 janvier 2024 au ministère. Et puis, celles et ceux qui seront motivés, parmi vous, entreprises, organismes de recherche, collectivités, on va vous proposer une ambition forte sur le domaine de l'IA frugale. Puisque justement, on avait initié ces premiers projets, mais sans avoir de référentiel. Et donc, c'est devenu l'ambition de doter la France du référentiel général pour l'IA frugale. Donc, il y a plus de 150 personnes qui sont venues à cette réunion. On leur a proposé de libérer une demi-journée par semaine environ pendant 5 mois. Je fais un remerciement général parce que je sais qu'il y en a plusieurs dans la salle qui ont participé à ces travaux. Ça a été bien plus rapide que prévu. Et donc, on a pu, dès le mois de mai-juin 2024, officialiser, je regarde juste le temps, c'est bon, on a pu donc publier ce référentiel. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que c'était une première mondiale. Donc on a fait ça avec l'AFNOR. Et donc on a construit ce référentiel à partir de ces 3 groupes, là pour ces en gros 120 personnes qui ont travaillé. Certains ont travaillé sur la définition de l'IA frugale. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle frugale, c'est une intelligence où on s'est posé la question déjà d'avoir recours ou pas à l'IA, de son impact. C'est des projets où il y a des démarches qui sont réellement mis en place pour réguler les besoins et l'impact. Et puis enfin, ça rejoint ce que disait Denis, ce sont également des projets qui sont en lien direct avec les limites planétaires. Donc un travail sur la définition de l'intelligence artificielle frugale, un travail sur le calcul de l'empreinte environnementale de l'IA.
Et c'est dans ce groupe-là que je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont pas mal participé. Voilà. Et enfin, un travail sur les pratiques. Quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut avoir pour déployer ça? Donc tout ça, ça a été présenté officiellement, plutôt bien accueilli. Les entreprises, même les grandes, alors qu'on était dans un moment plutôt défavorable à la régulation, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait beaucoup de simplification, etc. Bonne surprise, les entreprises sont restées jusqu'au bout. Voilà, donc ça a pu être adopté. Comme ça s'est bien passé, on l'a présenté au Comité européen de normalisation, où il y a eu un très très bon accueil. Donc en ce moment, là, il y a une autre partie d'Ecolab qui est à Londres et qui présente ces travaux-là. Donc l'ensemble des pays, des 27, le Royaume-Uni aussi, ont décidé d'investir pour européaniser ce premier référentiel de l'intelligence artificielle frugale. Et puis, comme ça, il y a eu un très bon accueil aussi. On a décidé assez rapidement, dès le mois d'octobre, de le proposer au niveau international. Donc, on a profité de la venue en France des experts ISO 42 du monde entier pour enclencher un travail avec aussi l'UNESCO, l'OCDE et l'Organisation internationale des télécoms, qui est devenue la feuille de route internationale de l'impact environnemental de l'IA. Et ça, comme là aussi, ça se passait plutôt bien, au même moment, il y avait l'Élysée qui préparait le sommet mondial pour l'IA. Donc il a été décidé en octobre de loger dans le sommet mondial pour l'IA une partie extrêmement importante dédiée à l'IA durable. C'était la première fois qu'un sommet mondial de l'IA intégrait le sujet de l'intelligence artificielle durable. Ce n'était jamais arrivé. Donc ça a été un moment extrêmement important. Donc on a poussé sur la feuille de route environnementale. On a lancé un grand défi scientifique au niveau international pour faire travailler les chercheurs du monde entier avec les industriels sur ce que devaient être les défis de recherche de l'intelligence artificielle frugale, qui a eu de beaux résultats. Il y a un travail aussi qui a été fait sur les data centers. Qu'est-ce qu'un data center vertueux, voilà, qui a émergé. Et puis les suites de la feuille de route sur l'impact environnemental de l'IA dont je vous parlais. Et tout ça, on l'a logé dans une coalition qui a donc été dévoilée, la coalition pour l'intelligence artificielle durable, pendant le sommet. Donc le site internet, c'est sustainableaicoalition.org. Je vous conseille d'aller voir. On est déjà à 150 acteurs, des États, des organismes de recherche, comme en France, l'INRIA, le CEA, mais il y a aussi des grands acteurs internationaux comme Mila, des organisations internationales. Enfin, allez jeter un coup d'œil à ce site internet, vous allez voir. Et cette coalition, malgré la déflagration qu'a été l'élection de Donald Trump et surtout son accession au pouvoir le 20 janvier, qui a eu un impact très fort sur les travaux scientifiques du monde entier en matière de transition écologique, dans d'autres domaines malheureusement, elle continue son petit bonhomme de chemin. Elle marche plutôt pas mal. Elle est donc copilotée par la France. Donc la France a lancé cette initiative et c'est le ministère de la Transition écologique, donc l'Ecolab, qui pilote pour la France. Et on s'est mis avec l'Organisation internationale des télécoms, ITU, et l'UNEP, la partie écologie de l'ONU. Voilà, et on prépare les prochaines échéances que sont la prochaine COP, le G7, et également les grandes échéances internationales qui sont portées par les différentes organisations. Voilà, on est en train de loger l'intelligence artificielle durable dans toutes ces échéances. Voilà. Donc là, je terminais par un petit focus sur Green Algorithm parce que on l'avait identifié dès 2021 et puis on a décidé de mettre des petits moyens dedans et il a plutôt pas mal prospéré. Donc voilà, c'est un chercheur qui est à Cambridge, je pense que vous connaissez parfaitement parce qu'il y a aussi une logique de consortium derrière. Donc voilà, donc là c'est typiquement le type d'initiative de recherche qu'on soutient pour accompagner ces politiques publiques de l'IA durable, de l'IA pour la transition écologique au niveau territorial, je vous en parlerai après, national et international. Voilà. Bon, moi, je reprends ma casquette de chercheur qui alimente, en fait, on va dire, un peu toutes ces réflexions. Et je vais vous parler de quelque chose qui fâche un peu plus, c'est-à-dire, je vais développer essentiellement deux idées qui vont montrer les difficultés quand même au niveau quotidien sur ces questions de IA frugale. En particulier, prise en compte des usages. Donc, si on revient quand même sur l'IA lui-même, c'est quand même un cercle vicieux, l'IA. C'est-à-dire qu'à la fois, donc, on développe des infrastructures pour soutenir, on va dire, les calculs dont on aurait besoin. Mais à un moment donné, comme ces infrastructures existent, ça engendre de nouveaux types d'usages, d'applications, etc., qui vont à leur tour nécessiter de l'infrastructure, etc. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux
qui participe à cette accélération dont je parlais à la fin de l'exposé tout à l'heure. Je voulais parler donc du coup aussi du travail qui a été fait pendant le AI Summit, là, piloté en particulier par INRIA et par le ministère de la Transition écologique, sur le position paper sur les key challenges, là sur disons l'IA sustainable, enfin durable. Et ça, j'ai repris donc les 5 challenges. En gros, c'est avoir des technologies efficaces. Bon, ça répond partiellement à quelque chose. Évidemment, c'est mieux d'avoir des technologies efficaces. On ne sait pas si ça va être suffisant. Il y a beaucoup de chercheurs qui pensent qu'avoir, plutôt que d'entraîner sur des très gros modèles, comme je vous montrais tout à l'heure, la solution est dans l'entraînement de petits modèles customisés sur place. Et ça, c'est une grosse tendance qu'on a. Bon, moi, je mitigerais un peu ça avec le fait que c'est vrai potentiellement pour un service donné, mais si ça engendre beaucoup plus de services ad hoc, ce ne sera pas forcément une bonne idée d'un point de vue de l'effet rebond. Ensuite, on a le troisième volet qui est, donc là, Thomas venait de présenter l'outil de Green Algorithm, qui est là un outil d'estimation a priori avant de développer un service. Il existe aussi d'autres outils, des outils qui sont des vrais outils de mesure in vivo, comme celui comme Allumette par exemple qu'on développe dans le groupe avec Kim Tang Nguyen qui est ici à Grenoble ou d'autres choses. L'idée c'est d'essayer d'avoir une empreinte a priori ou au moins de mesurer ce que l'empreinte écologique d'un code d'IA. Là je vais parler de l'analyse de cycle de vie en particulier avec les effets. Quels sont les effets, quels sont les impacts de l'IA? On distingue essentiellement les effets directs. Donc les effets directs, c'est vous avez un service que vous imaginez et vous regardez dans le périmètre de ce service quelles sont l'électricité consommée lors de l'usage, lors de l'inférence, lors de l'entraînement, toute la matérialité. Je vais revenir un petit peu en détail là-dessus, mais on sait faire relativement bien, on va dire, et la France sur ce point-là est on peut dire en avance en tête de pont des pays. Il faut regarder la production, l'extraction minière, etc., des matériaux, le transport, les opérations, la fin de vie, etc. Et on a aussi, et ça c'est beaucoup plus compliqué, ça rejoint un peu la zone grise dont je parlais dans la première partie de mon exposé, sur les impacts qui sont indirects, et ce qu'on appelle aussi les impacts d'ordre supérieur, donc d'ordre 1 et d'ordre 2, qui peuvent être d'ailleurs parfois positifs, mais enfin beaucoup plus souvent qui sont négatifs. Ça, je vous ai redonné le schéma d'entraînement d'un modèle. Vous savez tous, j'imagine ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important dans ce service, c'est qu'il ne faut pas oublier la matérialité des choses. Donc, quand vous avez de la collection de données, vous avez de l'électronique qui est en jeu, il faut le compter dans un service. Il faut compter les bêtes de stockage, les machines ou la part des machines, des gros modèles que vous utilisez pour entraîner. Le réseau, c'est aussi un réseau. Même le Wi-Fi, c'est du matériel quelque part, etc. Et l'inférence aussi. Et donc tout ça, c'est ce qu'il faudrait compter. Dans un service, disons, un effet du premier ordre, un effet direct. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, on découpe un peu chacune des phases du service. C'est là que vient ce qu'on appelle, nous, le efficiency. Donc, c'est ce que d'autres personnes appellent IA frugal, c'est-à-dire qu'en fait, on peut essayer d'améliorer énormément chaque étape, chaque matériel. On peut avoir des composants de calcul ou de mémoire qui sont très très efficaces d'un point de vue énergétique. On a des algorithmes, là il y a beaucoup d'exposés ici qui sont des jolies mathématiques qui permettent d'avoir des modèles qui sont vraiment limités en données, limités avec une très grande efficacité algorithmique. Mais ça reste dans le périmètre de ce qu'on appelle les effets directs. Donc l'effet direct, c'est encore une fois, c'est l'efficacité, et ça on sait relativement faire par ce qu'on appelle une ACV, donc Life Cycle Analysis en anglais, donc ACV en français, qui va attribuer en fait au service en fait chacune de ces étapes. On fait la somme et on a l'impact de son service pour un service donné. Mais il y a aussi plein de conséquences, et c'est là qu'est le problème. Donc là, je ne vais pas vous parler de recherches qui sont finalisées, mais plutôt des choses qui sont en cours et qui
ne concernent pas uniquement des scientifiques, mais aussi qui font appel à des économistes, à des sociologues, à des philosophes pour nous aider à réfléchir le commun. C'est tout ce qui est conséquentiel, c'est-à-dire typiquement, personne voit qu'une IA, par exemple, qui est développée par Google, on voit bien que ça permet, en dehors du service spécifique qui est développé, quelque chose, ça va participer dans tout cet écosystème dont je parlais tout à l'heure, ça va permettre beaucoup d'autres services en périphérie. Et c'est ça qu'on appelle un peu les effets indirects, qui sont évidemment très compliqués en amont à déterminer. Alors en particulier, donc, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça s'appelle aussi paradoxe de Jevons dans la littérature. En gros, c'est une technologie typiquement comme celle qu'on met dans nos composants, nos accélérateurs d'IA par exemple. Elle va faire un progrès. Elle va donc être plus efficace d'un point de vue énergétique, mais à un moment donné, donc comme c'est plus efficace, il va y avoir plus de gens qui vont les utiliser. Et au bout du compte, à partir d'un certain point qu'on appelle le backfire, on dépasse un moment où le nombre de gens qui utilisent une technologie va être supérieur en fait à ce qu'il y avait au départ. Donc quelque part, globalement, on n'a pas amélioré les choses. Et il y a aussi l'effet de rebond indirect qui est encore pire. Alors l'effet de rebond indirect, c'est-à-dire tout ce que vous économisez par un service, par exemple en argent, où vous pouvez le réinvestir ailleurs. Et là, il n'y a aucun moyen a priori de tracer ces choses-là. On peut avoir d'autres analyses, des analyses macroscopiques par exemple. Je reviens sur l'aspect de l'IA frugale. Elle ouvre sur justement ces questions de sufficiency, c'est-à-dire ces questions qui vont au-delà de l'efficacité d'un service, en adressant également l'aspect des usages. Donc on se pose la question, qu'est-ce que c'est encore une fois ? C'est vraiment, est-ce que l'IA est vraiment nécessaire pour développer un service ? Vous voulez par exemple améliorer le chauffage d'un bâtiment. Bon, est-ce que vous avez vraiment besoin d'IA ? Est-ce qu'une solution passive ne peut pas être partiellement utilisée aussi ? Est-ce que c'est même désirable ? Est-ce que globalement, avec une ACV, le service sera positif globalement ? Et essayer de réfléchir aussi après aux effets rebonds en anticipant les effets. Moi, je vais terminer là-dessus sur une proposition qu'on travaille beaucoup donc dans la nouvelle, au niveau d'IA Cluster de Grenoble, sur essayons peut-être de penser une autre manière de développer les services IA, en essayant de prendre une grille qui soit en amont respectueuse de l'environnement. Donc ça suit beaucoup de philosophes, par exemple, en particulier Ivan Illich, mais aussi d'autres gens, d'autres personnes, comme Simonon, par exemple. Et l'idée, c'est de se poser des questions telles que, au départ, évidemment, l'utilité du service. Est-ce que ces services sont utiles ou pas ? Donc ça rejoint ce qui était dans l'aspect juste au slide d'avant. Il faut que le service qu'on développe soit à faible impact environnemental. Donc on peut utiliser des outils comme Green Algorithm en amont, mais aussi faire des preuves de concept et puis essayer de mesurer in vivo sur des vrais problèmes, en respectant les limites, quelles qu'elles soient, pas uniquement le CO2, pas uniquement l'électricité. En France, on a un mix énergétique qui est très bon, donc du coup, en fait, l'électricité, elle n'est pas très carbonée. Mais en pratique, l'électricité, il n'y a pas beaucoup de renouvelables vraiment, et ça a quand même un impact qui est non négligeable sur l'eau, sur les métaux, sur l'artificialisation des sols, quand vous créez un nouveau data center quelque part, etc. Ensuite, ça doit être, si on pensait avant la sustainability, c'est-à-dire d'éviter les effets indirects en amont. Il faut les mettre dans la conception même du service. Et ça, c'est très difficile, mais on avance sur ces questions de recherche. En fait, ça doit être résilient aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde qui est très stable, en particulier en ce moment. On voit bien que là, Thomas parlait, l'arrivée de quelqu'un comme Donald Trump au pouvoir, on voit bien que d'un point de vue de certains pans de la recherche scientifique, c'est un peu hallucinant ce qui se passe. Et du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir, pour développer des services IA, on est très 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 dépendant de la technique. On est dépendant de la technique des circuits intégrés, etc., mais aussi de beaucoup d'autres choses. Donc ici, il y a des matériaux qui commencent à manquer, peut-être que la filière peut être en danger. Du coup, la résilience fait qu'on devrait pouvoir se poser en amont aussi des questions sur
le fait de pouvoir absorber à l'avance un peu des scénarios de crise potentiellement, réparer les systèmes, les logiciels, etc., et les contrôler. Et puis enfin, pour avoir une acceptabilité de la part des gens qui vont l'utiliser, on a besoin aussi que la question de l'équité de l'outil soit aussi débattue d'un point de vue, disons, démocratique en amont. Voilà, et là c'est la tout dernière slide que j'ai, c'est qu'on travaille sur ces questions-là avec en particulier Thierry Ménissier, qui est un philosophe de l'innovation à Grenoble, et on essaie de proposer, si vous voulez, vous êtes intéressé, j'ai co-signé avec lui un article dans The Conversation autour de dépasser la limite de l'utilitarisme. Donc c'est quand même un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire on a un service, on pense que c'est utile, on fait de l'IA, on essaie de le faire bien, c'est un peu la démarche actuelle, mais qu'est-ce qu'il se passerait si on convoquait des valeurs supérieures comme la nature, comme le respect de la nature, comme l'écologie en amont, et qu'est-ce que ça voudrait dire de créer des systèmes avec cette nouvelle manière de penser. Je vous invite à me contacter si vous êtes intéressé par ces questions-là. Voilà. Et donc je vais passer la parole à Thomas pour une quatrième. Merci Denis. Oui, donc un focus sur les cas d'usage. Donc cette intelligence artificielle frugale, enfin c'est l'objectif qu'elle le devienne. Donc il y a besoin de cas d'usage, il y a besoin de débouchés. Donc la puissance publique peut y participer. Alors nous, au pôle ministériel, on le fait via ce qu'on appelle nos opérateurs. Donc il y a certains grands projets qu'il est intéressant que vous ayez dans le viseur. Un grand projet porté par l'IGN sur, entre autres, l'artificialisation des sols, où l'intelligence artificielle sert à affecter automatiquement les pixels. Voilà, ça utilise les images du lidar qui sont très fines. Et l'IA entraînée permet de savoir à quoi correspondent l'ensemble des pixels sur l'ensemble du territoire français. D'autres outils sur le suivi des nappes phréatiques. On a également un outil interne qu'on développe à Ecolab avec la DML CEREMA, qui est un RAG, un agent dédié à l'ensemble des agents du pôle ministériel pour sécuriser les données et faire en sorte que les études, les données, les synthèses, les recherches documentaires soient faites de façon plus fiable et plus rapidement grâce à l'IA. Mais voilà, on est en France et tout, et la transition écologique en France, dans l'organisation qu'il y a, c'est très compliqué. On n'est pas dans des domaines où l'État appuie sur un bouton et les choses se font. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de domaines qui sont comme ça. Mais disons que c'est peut-être un domaine qui est encore plus éclaté. La transition écologique, c'est l'eau, l'énergie, les déchets, les transports publics, l'éclairage, la prévention des risques naturels, la prévention des risques industriels, la santé, environnement. Les collectivités territoriales jouent un rôle extrêmement important. Des entreprises qui travaillent pour des collectivités territoriales jouent aussi souvent un rôle extrêmement important. Donc il faut trouver des initiatives qui permettent d'embarquer tout ce petit monde. Une des dernières en date a été annoncée par la ministre de la Transition écologique lundi dernier. Donc le plan national de l'adaptation au changement climatique a été présenté, cette fois-ci définitivement. Il y a à l'intérieur la mesure 51, donc c'est tout nouveau. Donc on a logé, donc c'est aussi quelque chose que suit Ecolab, on a écrit une action qui vise à orienter plus fortement et plus rapidement l'IA au service de l'adaptation à un changement climatique, que ça soit pour prévenir des feux de forêt, des inondations, gérer le problème de l'adaptation des territoires côtiers, etc., avec du financement qui est issu du Fonds vert. Donc on est très heureux parce que malgré la situation que vous connaissez des finances publiques, il y a eu la décision de lancer cette action qui est toute nouvelle et qui va nous amener à remobiliser la communauté comme on l'avait fait pour les autres actions. Donc je pense qu'il est possible que certaines et certains parmi vous soyez sollicités pour participer à des petits consortiums qui vont proposer des actions dans ce domaine-là. La principale action qu'on a menée, c'est celle d'où est venu tout ce qui s'est passé après en matière d'IA frugale. C'est donc cet appel à projet démonstrateur territorial d'intelligence artificielle frugale. Donc on en est à 40 millions d'euros de projets, 20 millions de subventions. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à un PEPR en termes de maille. Les acteurs de la recherche sont dans chacun des consortiums, donc il y en a 12, mais ils ne sont pas leaders. L'originalité de ce dispositif, c'était que pour la première fois, on décidait d'orienter de l'argent public pour l'IA, pas uniquement vers des startups, des grands groupes, des organismes de recherche, mais vers des collectivités territoriales. Donc c'était nouveau, pour l'État, c'était pas à l'époque pas évident de décider ça. Ça a été décidé.
Ça a plutôt pas mal marché. Donc il y a ces 12 consortiums qui ont émergé. Non, ils ne sont pas détaillés après. Donc par exemple, à Metz, on est sur la propreté, l'utilisation massive de toutes les données des agents qui participent à la propreté pour mieux organiser la collecte des déchets et la propreté. À Bordeaux, on est sur comment utiliser l'IA et la donnée pour mieux savoir quel type de rénovation du bâtiment public il faut faire et où. À Noisy-le-Grand, là, on est sur la gestion de 200 bâtiments publics de la ville. Comment est-ce qu'on utilise l'IA pour améliorer la gestion énergétique de ces 200 bâtiments? Ailleurs, on a l'ICMITID, une solution qui est déployée pour gérer le problème des fuites d'eau. Donc, vous savez, en France, on perd 20% de l'eau potable. Donc là, c'est les données d'ondes sonores qui sont traitées par l'IA pour mieux savoir où sont ces fuites d'eau et comment est-ce qu'on peut y résoudre. Et vous avez des solutions aussi sur la plantabilité, un cadastre solaire en Vendée. Donc là, c'est l'intelligence artificielle au service de la transition écologique, faire mieux, plus juste et rapidement, de façon frugale. Et je terminerai sur ces exemples-là en vous disant que le 9 avril, donc ici à Saclay, il y a un événement qui est organisé par des organismes de recherche, par Dassault et par la communauté d'agglomération de Saclay pour un de ces projets qui s'appelle Urba IA. Et donc là, l'intelligence artificielle est utilisée pour configurer des scénarios urbanistiques pour les plans locaux d'urbanisme. Vous savez, c'est une sorte de petite loi locale qui encadre tous les permis de construire, enfin tout ce qu'on peut faire au niveau local, sous le pouvoir du maire ou du président d'agglomération. Donc voilà, si vous êtes intéressé, comme ça se passera localement, ça peut être, c'est intéressant comme exemple concret d'utilisation de l'IA, et c'est le 9 avril. Il y a une bibliothèque de l'intelligence artificielle qui a été mise en place pour justement documenter tous ces cas d'usage. Elle a été annoncée la semaine dernière, c'est tout nouveau, avec une entrée donc qui est très territoriale, parce que voilà, c'est comme ça, la transition écologique, elle est souvent territoriale. Quand vous prenez un bus en Ile-de-France, la personne qui dirige, c'est Valérie Pécresse, c'est une élue via une institution. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a mis un accent très fort pour créer une dynamique stimuler l'utilisation de l'IA par des acteurs territoriaux et leurs satellites et documenter ce qui se passe. Donc là, il y a le début d'une bibliothèque de cas d'usage de l'IA pour la transition écologique. Et puis après, où est-ce qu'on peut aller plus loin en matière de recherche? Là, je vais ramasser aussi un peu ce que disait Denis. Alors bon, nous, on considère à tout point de vue qu'on est vraiment en tout début de l'histoire, que ça soit dans la façon de documenter l'impact environnemental de l'IA. Quand on a démarré tout ça il y a 3 ans, on était très frappé par le manque de données, le manque d'informations. D'ailleurs, ça reste un gros sujet. Les GAFAM et les BATX, etc., ne communiquent très très peu pour de vrai de données sur tous ces sujets-là. Voilà, donc on est au début aussi bien de la production de connaissances par des acteurs académiques que de l'utilisation, de l'innovation aussi. Alors ce matin, vous avez Orange, Thales qui sont venus vous proposer des outils, mais tout ça, nous, notre intérêt, c'est que ça aille plus vite. Donc je vous ai présenté tout à l'heure des dynamiques internationales. Alors, c'est vrai que plus il y aura d'acteurs de la recherche qui adhéreront à la coalition, à ce type de démarche, ça sera bien pour l'Europe. Et puis, alors le message que je voulais vous passer, on est confronté très souvent sur ces sujets-là, en matière de recherche, à des limites qui tiennent lieu souvent à la pluridisciplinarité. Voilà, c'est-à-dire qu'on est les défis à relever derrière. Comment est-ce qu'on peut concevoir des systèmes d'IA frugaux et efficaces pour la transition écologique, donc qui apportent vraiment quelque chose? Ça amène à intégrer des questionnements sur l'acceptabilité sociale, sur la gouvernance de ces systèmes-là, sur des logiques de design. Enfin voilà, on se retrouve très souvent face à des défis qui sont d'un point de vue scientifique pluridisciplinaire, qui sont aussi souvent public-privé. C'est-à-dire qu'il faut être capable de travailler avec un acteur soit de l'industrie ou un acteur de politique publique. Donc nous, on se rend compte qu'il y a un défi global pour la recherche en Europe à peut-être accélérer des initiatives pluridisciplinaires. Alors, si je simplifie à gros traits, ça serait du croisement entre des sciences humaines et sociales et les sciences dures, mais en fait, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. En tout cas, il nous semble qu'il y a un gros champ de recherche là-dessus. Et puis, bien évidemment, parce que vous êtes aussi des professionnels, souvent aussi de l'enseignement, de la formation, voilà, un énorme sujet sur la formation, l'acculturation.
C'est un sujet qui est aussi un sujet de politique au sens propre du terme. C'est bien si les citoyennes, les citoyens comprennent ce qui se passe quand ils ont accès à un service public ou à un service privé. Donc il y a un enjeu à avoir un maximum de la population à minima acculturée à ce sujet d'intelligence artificielle. Et là, on a besoin d'initiatives, d'inventions dans ce domaine-là. Et puis je terminerai par le passage à l'échelle, donc cette expression un peu à la mode dévoyée, mais qui est un vrai sujet pour tout ce qu'on fait. Donc les 12 consortiums que j'ai présentés très brièvement, d'IA Frugal, le premier critère qui a présidé leur sélection, c'est la réplicabilité. Voilà, nous, on est un peu obsédés par ça. Comment faire pour ne pas se contenter d'une initiative scientifique ou scientifico-économique, politique réussie, mais comment faire en sorte pour que derrière ça se déploie, pour que ça soit massivement utilisé. Donc pour réussir cela, on a besoin de la recherche. Voilà, moi, à titre personnel, quand je vais dans des congrès internationaux, je me rends compte que s'agissant de l'administration, très souvent, les collègues d'autres pays témoignent à deux, recherche et administration, enfin responsables de politique publique et chercheurs. Ils ont co-construit ensemble les politiques publiques, recherche et politique publique. Là, sur l'ensemble de ces sujets-là, il nous semble que c'est un cas d'école. On est sur un sujet où l'administration devrait travailler plus étroitement avec la recherche, pas uniquement pour financer la recherche, ce qui est le cas avec les PEPR, mais aussi pour co-construire ensemble certaines initiatives, à l'instar du référentiel d'intelligence artificielle générale Frugal, qu'on a réussi parce qu'on a travaillé avec vous. Donc voilà. Merci à Thomas et à Denis. Donc là, on peut prendre des questions. Je vois rien. Voilà, il y a une juste là. Vous gardez. Ah, ok. Oui, bonjour. C'est une question plutôt sur la frugalité de l'IA. En fait, j'ai regardé quelques statistiques et je vois que il y a à peu près 700 millions d'utilisateurs de l'LM ChatGPT avec des centaines de prompts par semaine. Donc, en fait, on est dans une utilisation massive des ressources avec l'utilisation de ces LLM. Donc, et puis, c'est pas proche à s'arrêter. Au contraire, je pense aussi à la perte de compétences, des choses comme ça. Donc, on va être vraiment capté par cette utilisation. Donc, de votre point de vue, quelles seront les meilleures contraintes qu'il faut mettre par rapport à ces utilisations? Je peux peut-être commencer. Donc, du coup, bien sûr, les chiffres sont exacts. Hein, c'est-à-dire, on est dans une utilisation massive. Je pense que ce qui est un peu compliqué, c'est que déjà, nous, on est chercheurs dans une logique de réactivité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose on voit un phénomène et on réagit à ce phénomène-là au mieux. On fait de l'efficiency. Donc du coup, ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec les nouvelles grilles d'analyse, c'est d'essayer de penser au moins tous les nouveaux services en amont avec cette question-là qui est posée dans la conception même du service. Donc ça répondrait partiellement à la chose, mais il s'avère que le développement est exponentiel et continu. Donc du coup, on a notre réponse possible qui est une sorte de régulation, de co-régulation, et l'aspect médiation, c'est-à-dire faire comprendre aux gens qu'un prompt n'est pas gratuit. Donc c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que la plupart des projets de recherche sont accompagnés d'actions de médiation pour faire comprendre qu'il y a une matérialité derrière un prompt. Et alors, vous avez tous entendu parler peut-être qu'un prompt ChatGPT, c'était 0,5 centilitres d'eau, enfin, je sais pas, un demi-verre d'eau. Non, ouais, ça on ne sait pas parce que, nous on a essayé de regarder à Ecoinfo un peu ces chiffres-là. Enfin, on a eu des discussions entre nous, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, il y a une matérialité, on en parle, donc c'est déjà pas mal. Mais ça veut dire que voilà, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a le médiation, essayer de l'acculturation, et puis peut-être un peu de régulation en amont, c'est sûr. Enfin,
à l'heure actuelle, mais ChatGPT, ouais. Oui, un petit complément. Ce qui s'est passé au moment du sommet mondial de l'IA, parce qu'effectivement c'est un vrai sujet, certains disent même IA frugale c'est un oxymore. Bon, ce qui s'est passé en janvier 2023, en 4 semaines, 100 millions d'utilisateurs, c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'une technologie soit adoptée aussi rapidement, donc c'est vertigineux, mais ce qui est vertigineux aussi, c'est ce qu'elle peut apporter, donc on est sur cette ligne de crête. Donc nous, le choix qu'on a fait et qui est en train de prospérer au niveau international, c'est celui de la norme volontaire. Donc on n'est pas dans des logiques d'interdiction. Donc vous l'avez vu avec ce qu'on a construit avec une partie d'entre vous, on incite à se poser la question. Alors déjà, tout simplement, il y a le non-recours à l'IA. L'outil qu'on a déployé au ministère, dès que les agents l'utilisent, ils ont leur empreinte écologique qui est poussée, donc il y a un peu de nudge. Mais derrière cette norme volontaire qui implique un partenariat avec l'industrie, les entreprises, il y a le pari que les acteurs économiques, les entreprises vont avoir intérêt à déployer des solutions sobres parce que aussi ça permet de faire des économies, parce que ça permet de créer de la compétitivité. Et puis, vous l'avez vu avec la nouvelle donne internationale, on reparle énormément, on n'a jamais arrêté d'en parler, mais on reparle beaucoup de souveraineté. Et la sobriété est extrêmement intéressante aussi pour la souveraineté. Donc là, dans le cas de l'IA, c'est par rapport aux matériaux. Donc il y a des logiques plus globales aussi qui donnent aussi la possibilité d'utiliser d'autres leviers pour rendre réellement cette IA frugale, faire en sorte qu'il y ait un marché pour cette IA frugale, des utilisateurs qui ont envie de l'utiliser, et puis des entreprises qui investissent avec la recherche, avec les pouvoirs publics, pour proposer des solutions d'IA frugale parce qu'elles y ont intérêt, pour des raisons de déploiement de marché, ou aussi parce que la société peut y avoir intérêt, par exemple pour des raisons de souveraineté. Alors. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Là-bas? Ah oui. Jamal. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation à deux voix. En fait, Denis, à un moment, tu avais parlé d'un position paper où le deuxième point, c'était le développement de petits modèles. Et tu avais aussi justement mis en évidence que si on multiplie les petits modèles, l'effet, on va dire, rebond peut être plus catastrophique. Moi, je me pose toujours cette question, est-ce qu'on a des arguments scientifiques aujourd'hui, mais c'est peut-être la question, elle est encore posée, qui peut appuyer un peu on va dire, ce claim, c'est de dire que d'abord, on aura des petits modèles qui vont faire aussi bien que les grands modèles. Je pense que politiquement, ça plaît, et j'ai entendu beaucoup de gens disant, enfin, parmi les décideurs, reprendre cet argument. Et je me dis, nous, scientifiques, en tout cas, je sais pas, on ne sait pas bien répondre en réalité, mais je sais pas, c'est une réflexion que je me fais à chaque fois. Moi, je partage ton interrogation, c'est-à-dire que de mémoire, il n'y a pas de travaux qui l'attestent encore. C'est vrai, sauf des travaux ponctuels. Nous, on avait essayé, par exemple, de comparer des modèles entraînés en bordure du réseau, donc sur du Edge, et puis sur une grosse machine qui était au top 500, pour essayer de voir. Il est clair qu'on ne peut pas attendre la même chose d'un modèle local et d'un modèle global, mais peut-être que un modèle local pourrait suffire, on va dire, à un certain niveau de précision. Donc du coup, si on regarde une sorte de compromis de temps d'exécution sur précision, peut-être que du coup, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, moi, je ne connais pas de travaux qui attestent le fait que les petits modèles soient la solution au problème. Pour moi, c'est quelque chose qui, après la phase de déni, là, ça désangoisse de penser que finalement, ça va être quelque chose. On a des solutions possibles assez rapidement sans trop changer ce qu'on fait. Donc, je crois que les gens s'engouffrent facilement ça nous rassure en fait de ce genre de choses. On est nombreux ici dans la salle, plusieurs autres personnes qui travaillent dans ce sens-là, essayer d'attester toutes ces données, sur une base vraiment scientifique qui soit solide pour vraiment y voir plus clair. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on continue à développer. Mais pour l'instant, moi, je dirais que c'est pas attesté.
cas. Et puis il y a de l'effet rebond potentiel derrière, même si c'était à tester pour un service particulier, à un niveau de précision égale ou un peu moindre adapté, je ne sais pas ce que ça donne globalement sur l'ensemble de l'écosystème dont je parlais tout à l'heure. Oui, donc pour aller dans ce sens-là, moi je partage absolument ce que tu viens de dire. Il faut qu'on fasse aussi attention parce qu'au sortir du sommet, moi j'ai entendu des grands décideurs dire la stratégie va être les petits modèles. Donc il faut qu'on fasse très attention en tant que communauté. Ouais, c'est là que en fait, à côté des décideurs, c'est pour ça qu'on a accepté en fait, de faire un peu cette présentation à deux voix. Moi je ne suis pas dans Ecolab. Et je trouve que c'est très intéressant parce que nous, enfin, scientifiques, on doit éclairer en fait, la décision publique. Exactement, oui. Très bien. Il y a une peut-être dernière question, Elisa, si je vois bien. Merci pour la présentation. En tant que scientifique, j'ai discuté avec mon voisin et on est d'accord sur la question. Je me décharge un peu sur lui. En fait, sur l'effet rebond, on n'a pas l'impression que c'est qu'on peut y faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on peut essayer de mettre au point des choses plus efficaces, on peut essayer, mais à la fin, s'il n'y a pas une vraie volonté politique, économique, enfin quelque chose qui met une borne et qui dit ça on dépasse pas parce que sinon, quelle que soit l'efficacité du truc, je vois pas comment on s'en sort. Et à chaque fois que je vois des exposés comme ça, j'ai l'impression qu'on nous renvoie la balle alors que voilà. Merci, bon, je vois bien qui est le voisin. Alors, l'effet rebond, moi j'ai un peu répondu, donc on travaille un peu là-dessus, sur une modélisation de l'effet rebond. L'idée, c'est quand même de montrer que dans les technologies passées, il y a eu de l'effet rebond. Et que l'effet rebond, il faut savoir aussi un truc, c'est que c'est quand même constitutif un peu du mode de société qu'on a. C'est-à-dire qu'on a besoin de consommer quelque part, on a besoin de produire du numérique, on va dire, et de l'IA pour la croissance. Donc quelque part, il y a un effet systémique de l'effet rebond qui est contenu dans le modèle de société dans lequel on vit. Mais là, c'est pour ça que j'ai terminé sur le dernier slide en essayant d'ouvrir avec des valeurs supérieures en axiologie. C'est-à-dire, si on arrêtait de penser vraiment utilitarisme, toutes les politiques naturalistes, etc., c'est-à-dire l'homme est se place au-dessus de la nature, tout ça, et si on arrivait au contraire à revenir à des questions, il y a beaucoup de gens, des philosophes qui présentent ça à l'heure actuelle. Disons que si on est un peu au même niveau que la nature et si on considère qu'on est partie de la nature, par exemple, ça change totalement le prisme et en particulier, ça permettrait, je rebondis sur la toute première question, justement, d'avoir une meilleure acceptabilité aussi des choses et d'avoir ce développement qui maîtriserait l'effet rebond en amont. Donc c'est un peu ça l'idée d'une nouvelle conception de services d'IA. Mais bon. Oui, et très brièvement, pour vous dire, je suis complètement aligné avec votre remarque. Il n'y a pas de fatalité, il y a plein d'usages qui ont été régulés fortement, il y en a même certains qui sont interdits. Donc derrière, c'est une question de volonté politique, d'élection aussi, au niveau international, européen, français, de qui est au pouvoir, pas seulement au niveau national, mais au niveau local. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, il y a un sujet de décision collective à prendre. Là, la particularité par rapport à d'autres types d'effets rebonds, c'est que c'est l'avenir de la planète qui est en jeu, que c'est désormais complètement documenté scientifiquement. Donc souvent dans les enjeux de réglementation de loi, on parle parfois de lois fondamentales, d'éléments fondamentaux. Là, on en a un qui l'est, donc on a tout pour effectivement, au bon moment, essayer de réglementer plus catégoriquement ce qui peut l'être. C'est une histoire, c'est une question de volonté, quoi. Voilà, il n'y a pas de fatalité, ça peut advenir au bon moment, mais c'est une volonté collective parce que ça passe par des politiques publiques, donc ça passe par la démocratie, des choses qui sont offertes par ceux qui veulent se faire élire et puis qui sont choisis ou pas par la population, mais c'est un vrai sujet qui est permanent dans toutes les discussions qu'on peut avoir, quoi. Voilà. Super, merci. Donc là, il faut finir cette session. Donc merci encore à
à Thomas et Denise pour cette présentation en duo. Merci. Merci. Et puis,